Que dit la loi gabonaise à propos des expropriations/expulsions qu'on appelle vulgairement déguerpissement? Naturellement, dans cette vidéo, je ne vais aborder que les grandes étapes de la procédure. Si vous souhaitez qu'on aborde certains points de manière détaillée, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Dans un premier temps, il faut qu'on apprenne à faire la différence entre expropriation et déguerpissement. Parce que comme vous le savez, en nommant mal les choses, on rajoute au mot MAUX du monde. Déjà, et ça c'est très important de le savoir, lorsqu'on procède à une expropriation, c'est pour une cause d'utilité publique, c'est-à-dire pour réaliser quelque chose qui est dans l'intérêt de tous, qui est dans l'intérêt du public. Donc le dictionnaire juridique définit l'expropriation comme étant la procédure qui va permettre à une personne publique, donc ça peut être l'État, ça peut être une collectivité publique, je pense notamment au département ou à la mairie, d'obliger une personne privée à lui céder un bien immobilier ou des droits réels immobiliers. Les droits réels immobiliers, ce sont les droits qui portent sur une chose immobilière. Ça peut être une maison, ça peut être un terrain. Lorsque vous êtes locataire d'une maison, vous n'êtes pas nécessairement le propriétaire de cette maison. Effectivement, vous n'êtes pas le propriétaire de cette maison, mais vous avez quand même le droit d'y habiter. À partir de ce moment, vous avez un droit réel immobilier sur la maison en question. C'est le cas aussi des personnes qui ont le droit d'utiliser un terrain, d'occuper une maison ou d'avoir l'argent que produit un terrain ou une maison, sans nécessairement en être pleinement propriétaire. Pour en revenir à la définition, donc l'État va être en mesure d'obliger une personne privée à lui céder un bien immobilier ou des droits réels immobiliers, comme j'ai expliqué tantôt, dans un but d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. En ce qui concerne les déguerpissements, en réalité, je préfère utiliser le terme expulsion, parce que en droit, ce qui se rapproche le plus de l'actualité, c'est la définition du terme expulsion. Donc le dictionnaire juridique va définir l'expulsion comme suit. Action qui consiste à obliger l'occupant sans droit ni titre ou le locataire en fin de bail d'un immeuble de vider les lieux. Voilà, aussi simple que ça. Pour bien faire la différence entre exproprier et expulser, il faut bien retenir que on exproprie quelqu'un qui est pleinement propriétaire d'une maison ou d'un terrain ou qui a des droits réels immobiliers, comme j'expliquais tantôt, sur le terrain ou la maison en question, et parce que derrière, il y a un but d'utilité publique qui est poursuivi. En revanche, on va expulser quelqu'un qui occupe un espace sans aucun droit ni titre, un espace dont il n'est absolument pas propriétaire. Ça peut arriver par exemple si vous installez un box commercial sur un trottoir ou une voie publique. À partir de ce moment, vous occupez le domaine public sans droit ni titre, donc vous pouvez être expulsé. C'est pareil pour un squatteur ou pour un locataire qui continue à rester dans la maison alors que le bail est terminé et qui n'a pas été renouvelé entre-temps. L'expropriation est prévue par l'article 20 de la Constitution. Et la Constitution indique qu'avant de procéder à une expropriation, il doit y avoir une indemnisation juste, c'est-à-dire une indemnisation permettant de couvrir l'intégralité, l'entièreté du préjudice causé par la destruction de la maison, la perte du terrain, du bail, etc. Pour en revenir à la procédure à proprement parler, la première étape avant l'expropriation, c'est l'enquête. Elle peut être de nature environnementale, administrative, sociale, etc. Ensuite, les parcelles à exproprier doivent être déterminées. Et pour déterminer les parcelles à exproprier, toutes les parties doivent être impliquées. Les propriétaires, les personnes titulaires de droits réels immobiliers, comme j'expliquais tantôt, et toutes les autres personnes intéressées. À la suite de tout cela, le Conseil d'État doit être consulté, puis l'utilité publique de l'espace à exproprier va être déclarée par décret. Ce décret doit préciser le délai pendant lequel l'expropriation va être réalisée, ainsi que la liste des parcelles et des droits réels immobiliers à exproprier. En ce qui concerne le transfert de propriété, c'est-à-dire l'opération par laquelle les parcelles expropriées deviennent la propriété de l'État en lieu et place des personnes expropriées, il se fait soit par un accord amiable, et à défaut d'accord amiable entre les parties à ce sujet, à ce moment-là, c'est la justice qui tranche. Naturellement, la décision de justice peut être contestée pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. Pour fixer les indemnités, l'État ou la collectivité publique qui souhaite exproprier publie et notifie aux propriétaires et aux personnes titulaires de droits réels intéressés soit l'avis d'ouverture d'enquête, soit le décret déclarant l'utilité publique, soit le document amiable ou judiciaire actant le transfert de propriété. Dans les 8 jours qui suivent cette notification, les propriétaires, les titulaires de droits réels immobiliers comme j'expliquais tantôt,
et toutes les autres personnes intéressées doivent se faire connaître auprès de l'État. À ce stade de la vidéo, il est important de faire la précision suivante. Dans le cadre de l'indemnisation, on ne tient pas uniquement compte des personnes qui sont pleinement propriétaires des espaces à exproprier et donc titulaires de titres fonciers. La catégorie de personnes dont on tient compte est beaucoup plus large que ça. Et d'ailleurs, les articles 21 et 22 de la loi de 1961 sont suffisamment précis à ce sujet. Donc, je vais vous lire le deuxième paragraphe, par exemple, de l'article 21, qui dit ceci. Il peut être alloué au locataire, outre l'indemnité de déménagement, une indemnité compensatrice de sa privation de jouissance. Article 22. Les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel sont également instruites et jugées conformément aux dispositions du présent chapitre. Donc vous voyez que la catégorie de personnes dont on tient compte est beaucoup plus large que simplement ceux qui sont pleinement propriétaires et titulaires donc d'un titre foncier. Pour en revenir à la procédure, ensuite l'État ou la collectivité publique leur notifie les montants de ces offres d'indemnisation. L'indemnisation proposée par l'État ne tient compte que de la valeur des constructions ou des parcelles au moment de l'expropriation. Elle tient également compte des travaux effectués comme les remblais, les terrassements et assainissements, etc. À défaut d'accord amiable sur les montants, c'est la justice, saisie par les expropriés eux-mêmes ou l'État, qui tranche. Pour les propriétaires qui exerçaient une activité commerciale, artisanale ou industrielle, au lieu de leur offrir une somme d'argent en guise d'indemnité, on peut leur proposer un local équivalent situé dans la même agglomération. Pour les locataires et autres types d'occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, la justice peut obliger l'État à leur proposer des solutions de relogement, des indemnités de déménagement et s'il y a lieu, une indemnité de privation de jouissance du bail par exemple. Ce n'est que dans un délai d'1 mois après le paiement ou la consignation de l'indemnité ou après la validation ou l'acceptation de l'offre d'un local de remplacement que les expropriés peuvent quitter les lieux. Pour conclure cette vidéo, au-delà des considérations purement juridiques et de la volonté de développement affichée par les nouvelles autorités avec laquelle personne n'est naturellement en désaccord, il est vrai que les récentes destructions de quartiers entiers auxquelles nous avons assisté, stupéfaits, sidérés, ne manquent pas de soulever un certain nombre de questions. Sur le plan de la loi, du fonctionnement de l'administration et même sur un plan purement pratique, pourquoi obtenir un titre foncier en République gabonaise relève-t-il toujours autant du parcours du combattant? Quand le droit foncier gabonais va-t-il enfin évoluer pour intégrer les droits coutumiers, le rapport qu'en tant que Bantous nous avons à la terre et cesser avec cette forme d'hégémonie de l'État sur la terre? Tous autant que nous sommes avant des villages. Au rythme où vont les choses, sommes-nous prêts à admettre que nos villages soient déclarés d'utilité publique et fassent l'objet d'expulsions, d'expropriations? À ce compte-là, toutes les terres occupées du pays seraient-elles en sursis? Comment les décideurs matérialisent-ils la dimension humaine, la dimension sociale dans les procédures d'expropriation, dans les procédures d'expulsion? Peut-on réellement bâtir, construire, développer, tout en invisibilisant le mal logement ou en surprécarisant certaines catégories de la population obligées de se réfugier dans les zones périphériques? N'hésitez pas à donner des réponses à ces questions en commentaire.